Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et tous les témoignages précédents ce nouveau paragraphe de la session étaient extrêmement intéressants, pertinents et très touchants. Alors effectivement, le titre de ma présentation est « Souffrance, dépression et risque suicidaire ». Et je vais avoir l'audace devant des spécialistes et des experts de la douleur et avec les explications portées sur la souffrance précédemment, de modifier ce titre en... Alors pour avancer, voilà, en douleur psychologique, dépression et risque suicidaire. Alors effectivement, ce choix de parler de douleur psychologique, il repose sur le fait que, comme on l'a dit précédemment, il n'est plus vraiment d'actualité d'opposer ou d'associer ce dualisme douleur-souffrance doit être dépassé. La souffrance peut avoir la brièveté, la brutalité, l'extériorité d'une douleur. La douleur peut avoir une dimension réflexive et donc il ne convient plus de supposer seulement que la douleur est en lien avec des affects localisés dans le corps et repose sur des éléments purement physiques, là où la souffrance repose sur des affects en lien avec la réflexivité et la psyché. Alors, pour autant, la douleur psychologique, sa définition reste une question véritablement épineuse, puisque depuis de nombreuses décennies, il y a énormément d'auteurs qui se sont attachés à essayer de définir cette douleur psychologique, pour certains déchirement de l'âme, pour d'autres rupture du moi. Et finalement, la douleur psychologique est décrite comme un état affectif produit cognitivement par l'inadéquation de la perception entre l'idéal, la perception idéale et la perception réelle du moi. Donc c'est la déception qui ferait le lit de cette douleur psychologique. Alors un auteur qui est Schneiman, qui est aussi suicidologue, a beaucoup travaillé sur cette question de la douleur psychologique et a parlé de psychache en mettant la douleur psychologique au cœur du suicide, j'en parlerai plus tard, mais la définissait comme une expérience interoceptive d'émotions négatives allant de la culpabilité à la honte, en passant par la colère, la tristesse ou encore l'anxiété. Et la dimension, l'élément clé de l'émergence de cette douleur psychologique était pour lui la frustration de besoins psychologiques essentiels tels que la filiation, la réussite, le contrôle. Alors, pour faire le lien avec la douleur physique, effectivement, la naissance, l'émergence de la douleur psychologique de besoins frustrés peut rappeler la douleur physique en tant que signal d'alarme d'une atteinte, d'une menace à l'atteinte de l'intégrité, d'éléments essentiels à la survie pour un être humain. Alors, récemment, Merjvik a tenté de regrouper toutes les définitions, toutes les données scientifiques portant sur cette douleur psychologique, a essayé d'en extraire les caractéristiques, les dimensions qui sont communes à toutes les définitions proposées. Et elle retient que la douleur psychologique est un sentiment désagréable, donc on est dans un domaine affectif, à valence négative. Elle a une caractéristique insoutenable, insupportable. On en parlera aussi tout à l'heure par rapport à la thématique de la dépression et notamment du suicide. A une caractéristique durable, c'est quelque chose de prolongé dans la durée, et elle est liée à l'appréciation négative d'une atteinte de l'intégrité de soi. Alors, différents outils ont été construits pour essayer de mesurer, d'évaluer cette douleur psychologique qui est difficilement captable.
Schneidman a fait une première échelle qui a été ensuite déclinée en une échelle un peu plus courte, qui est la Psychic Scale, en 13 items, assez simple. Chaque item sont cotés en 4 points, les 10 premiers, les 9 premiers en jamais à toujours, les 4 derniers en d'accord, pas d'accord. Toutefois, cette échelle n'est absolument pas est difficilement utilisable dans la mesure où elle se chevauche extrêmement avec la dépression. D'autre part, une autre échelle qui est l'OMMP, qui est une échelle, là, pour le coup, très longue, difficile à utiliser en pratique clinique, en pratique quotidienne, qui repose sur 44 items, qui dégage 9 dimensions. Alors, cet aspect est intéressant puisqu'elle essaye, en tout cas, elle montre bien quelles sont quelle peut être l'hétérogénéité au sein de cette douleur psychologique et quels en sont les éléments de construction tels que l'irréversibilité, l'imprévisibilité, et dans les témoignages, il a été soulevé cet aspect d'imprévisibilité. La blessure narcissique, la submersion émotionnelle, les modifications de soi, l'incapacité, la prise de distance vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, et la perte du sens, qui peut même peut-être rejoindre la perte de sens de la vie, et donc la souffrance existentielle dont on a entendu parler précédemment, encore une fois. Alors nous avons dans l'équipe souhaité de manière expérimentale, mais utiliser justement cette notion, cette composante de douleur psychologique, en se disant que finalement, s'il y avait un chevauchement comme peut en témoigner une littérature sur certains types de douleurs avec la douleur physique, eh bien, on pouvait peut-être construire une échelle numérique. Et ce qui a été présenté précédemment m'a tout à fait rappelé ce que nous avons débuté dans l'unité, c'est-à-dire de demander aux patients d'évaluer leur niveau de douleur psychologique, comme on pourrait demander à un patient d'évaluer entre 0 et 10 son niveau de douleur physique. Alors, concernant la dépression, étant psychiatre, nous travaillons en particulier avec des patients déprimés, en particulier en crise suicidaire. Et étant donné la littérature sur la douleur psychologique et le lien avec le suicide, c'est comme ça que nous sommes venus à nous intéresser à cette douleur psychologique. Et je vous disais tout à l'heure, finalement, la définition selon Schneidman, c'est un état émotionnel intense, très négatif. Donc on pourrait se dire, mais finalement, la douleur psychologique correspond à de la dépression. D'ailleurs, certaines mesures corrèlent très fortement à la dépression. Donc on évalue quelque chose qui n'est pas très spécifique ou qui n'est pas différent du syndrome dépressif. Juste pour rappel, au niveau psychiatrique, on parle d'épisodes dépressifs caractérisés quand il y a une rencontre de 3 syndromes, un syndrome psychoaffectif qui va se manifester par de la tristesse, par de la perte de plaisir, perte d'intérêt, des idées de suicide. Un syndrome psychomoteur, plus de ralentissement intellectuel, cognitif, du mal à prendre des décisions, du mal à se projeter, et un ralentissement avec de la fatigue, avec une tendance au repli, et puis une altération des fonctions instinctuelles, perte d'appétit, perte de la libido et perte du sommeil. Et ces symptômes doivent être quand même suffisamment prolongés, plus de 2 semaines, et entraîner une altération du fonctionnement global. Alors, nous avons interrogé des sujets déprimés concernant la douleur psychologique en utilisant notre échelle numérique très simple. Et nous avons, chez 200 patients qui étaient déprimés, hospitalisés dans le cadre d'une dépression, nous les avons soumis à cette échelle et nous avons essayé de voir si les personnes qui rapportaient une douleur psychologique élevée étaient différents des patients qui rapportaient une douleur psychologique faible, en divisant la population en 2 de manière assez arbitraire, mais en se disant que les personnes qui avaient, le tiers de personnes qui avaient la douleur psychologique la plus élevée étaient comparées aux 2 tiers restants de la population. Et nous avons donc pu mettre en évidence que
que quand on regarde de manière très brute ce qui est associé à la douleur psychologique, nous retrouvons le fait d'être une femme, le fait d'être célibataire, le fait de souffrir d'un trouble bipolaire, qui est un trouble particulier de l'humeur, de troubles anxieux, mais aussi d'avoir rencontré dans les 6 derniers mois des événements de vie, en particulier en lien avec des problèmes de santé des tiers. Et puis, un lien très fort avec les idées de suicide, qu'elles soient évaluées par le patient ou par le clinicien. Et un lien aussi avec le niveau de douleur physique, évalué là aussi de manière très simple avec une échelle numérique. Et quand on met toutes ces variables qui sont positives dans un modèle pour en ressortir vraiment l'essence et voir quels sont les éléments qui sont indépendants qui sont indépendamment associés à la douleur psychologique, eh bien, on retrouve que les idées de suicide, quel que soit le niveau de dépression, quel que soit le trouble de l'humeur, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau de douleur physique, eh bien, est très associé au niveau de douleur psychologique. Et d'autre part, la douleur physique, excusez-moi pour le tableau qui est partiellement tronqué, la douleur physique aussi est associée à la douleur psychologique. Donc, les sujets qui présentent une douleur physique, qui rapportent une douleur physique, eh bien, sont plus enclins à rapporter aussi une douleur psychologique élevée. Sur le plan neuroanatomique aussi, il y a pour le moment très peu d'études. Une étude menée en SPECT pour évaluer le métabolisme de certaines régions cérébrales eh bien, chez des sujets déprimés. Lorsque l'on compare de la même manière des sujets déprimés qui ont un haut niveau de douleur psychologique à des patients déprimés qui ont un faible niveau de douleur psychologique, eh bien, on voit que le métabolisme cérébral de certaines régions diffère entre ces deux groupes. À rappeler que dans cette étude aussi, on retrouvait un lien très fort entre idée de suicide et niveau de douleur psychologique. Et les zones dont le métabolisme va différer, des régions préfrontales, mais aussi temporales, eh bien, sont associées à la régulation émotionnelle et aussi à la conscience de soi. Alors, il reste quand même beaucoup de recherches neurobiologiques à faire. Alors, sur ce plan-là, sur l'aspect douleur psychologique et suicide, je vous disais, Schneideman a mis la douleur psychologique au cœur du suicide. Pour rappel, le suicide touche quand même 1 million de personnes dans le monde. Chaque année, 1 million de personnes décèdent dans le monde par suicide. En France, ça représente 11 000 décès par an, ce qui est énorme, et plus de 200 000 tentatives de suicide chaque année. Pour ce qui est de la prévalence des idées de suicide sur un an, on estime qu'elle est à 5%, c'est-à-dire qu'une personne sur 20 sur une année donnée va rapporter avoir eu des idées de suicide. Donc c'est une question qu'il est légitime de se poser, et en particulier quand on parle de douleurs et de maladies chroniques. Alors pour ce qui est des maladies neurodégénératives, il y a malheureusement peu d'études, et trop peu d'études, et effectivement ça pourrait être un axe prioritaire, ou en tout cas à prioriser en ce qui concerne le suicide. Chez des patients qui présentent une maladie neurodégénérative, on retrouve 10% d'idées de suicide, 10% de tentatives de suicide. Le suicide abouti, c'est-à-dire la mort par suicide, est un événement assez rare manifestement, mais j'insiste sur le faible nombre d'études concernant le suicide et les maladies neurodégénératives. Et si on prend le problème à l'inverse, c'est-à-dire chez des personnes qui ont réalisé une tentative de suicide de plus de 65 ans, eh bien, quelle est la proportion de personnes qui vont présenter un syndrome démentiel? Eh bien, 10% d'entre eux, mais 60% d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, vont présenter des déficits cognitifs modérés qu'on appelle MCI. Et pour la question du suicide assisté, donc l'euthanasie, eh bien, la démence est un motif allégué de demande d'euthanasie et d'accès à l'euthanasie même, dans 0,3% des cas selon les données belges entre 1998 et 2009 et 1,5% des cas en Hollande en 2014.
Alors, les facteurs de risque qu'on arrive à dégager malgré tout sont la dépression. Effectivement, le fait de souffrir d'une maladie neurodégénérative et d'être déprimé de manière comorbide, eh bien, va majorer le risque de présenter des idées de suicide. Quasiment une personne sur deux va, lorsqu'elle est déprimée dans le cadre d'une maladie neurodégénérative, va présenter des idées de suicide. La période suivant la phase de diagnostic, et un témoignage parlait du deuil au moment de l'annonce, et la période qui suit l'annonce diagnostique, eh bien, il est reconnu que cette période post-diagnostic, en particulier la première année qui suit le diagnostic, est une période à risque vis-à-vis du passage à l'acte suicidaire, en particulier les 3 premiers mois, et en particulier lorsque l'on est face à des hommes. Et un quart des suicides, un quart des passages à l'acte suicidaire au sein de la population clinique, eh bien, survient durant cette première année. Et d'autre part, la période, l'aspect dépression, excusez-moi, le tiret est dans la mauvaise case, mais la dépression, manifestement, et si elle est moins prise en charge, moins bien traitée, ce qui est assez logique, eh bien, va être plus à risque aussi de passage à l'acte suicidaire et de mort par suicide. Troisième point, l'intentionnalité suicidaire est inversement corrélée aux atteintes cognitives mesurées par le MMS. Le fait d'être jeune, de déclarer une maladie avant 65 ans est un facteur de risque de passage à l'acte suicidaire. Et au sein des maladies neurodégénératives, la maladie de Huntington serait, en tout cas c'est celle aussi qui est le plus étudiée vis-à-vis du suicide, mais serait un trouble particulièrement associés au risque suicidaire. D'autre part, il y a les aidants qui sont concernés par cette question. Les aidants familiaux, par rapport à des non-aidants, eh bien, ont un niveau accru d'anxiété, de dépression et un moins bon état de santé général. Par rapport à la population générale, il y a 4 fois plus d'idées de suicide qui sont retrouvées chez les aidants familiaux et avec une prévalence de 15% sur une année. Et une étude hollandaise a suivi sur 2 ans des aidants des aidants familiaux de personnes souffrant de maladies neurodégénératives pour voir quelle était l'évolution par rapport à l'état psychologique. Alors ces sujets, ils avaient aux alentours de 70 ans et ils aidaient des personnes qui étaient dans la première année justement de la maladie. Et bien sur les 2 ans de suivi, 40% d'entre eux développaient un syndrome dépressif et 5% d'entre eux avaient eu au moins une fois des idées de suicide. Et le point qui était aussi important était justement le sentiment de solitude qui était fréquemment rapporté par ces aidants. Alors, pour revenir à la douleur psychologique et les conduites suicidaires, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans l'étude des notes de suicidés, la présence d'une souffrance, d'une douleur intolérable, une condition de vie insupportable. C'est souvent aussi un motif de passage à l'acte, faire cesser la souffrance que l'on retrouve lorsqu'on interroge les personnes qui viennent de réaliser une tentative de suicide. Dans 50% des cas, eh bien, la personne veut s'extraire de conditions de vie douloureuses, d'un état psychologique insupportable, et parfois même plus de 50% des cas. Et donc, une théorie est la théorie de l'échappement de Baumeister et aussi de Steinman, qui met la douleur au cœur du suicide, en tant que le suicide, finalement, ce n'est pas faire atteindre à sa vie, mais c'est un moyen de faire cesser cette souffrance. Et donc, c'est préférer une solution immédiate, mais qui sera efficace, quelles que soient les conséquences délétères, c'est-à-dire la mort. Et donc, c'est une solution permanente à un problème temporaire si on considère que cette douleur psychologique, eh bien, on peut la prendre en charge. Et je pense que ce sera abordé cet après-midi.
Alors effectivement, nous avons, dans l'équipe souhaité, renforcer la notion que la douleur psychologique était au cœur de la problématique suicidaire. Nous avons réalisé une méta-analyse pour avoir une robustesse statistique et nous avons pu mettre en évidence clairement que le fait de présenter des idées de suicide, qu'elles soient anciennes ou actuelles, eh bien, est en lien avec le fait de ressentir une douleur psychologique élevée. Et de la même manière, les personnes qui viennent de faire une tentative de suicide ou qui ont réalisé une tentative de suicide sur la vie, eh bien, sont plus enclins aussi à avoir une perception accrue de la douleur psychologique. Alors justement, je vous disais, la douleur psychologique, c'est une condition que le sujet va essayer de faire cesser et le suicide apparaît comme un choix, entre guillemets, immédiat, avec en tout cas une récompense immédiate. C'est une hypothèse. Donc ces auteurs qui s'intéressent beaucoup à la douleur psychologique, Caseda et collaborateurs, ont comparé des sujets qui venaient de faire une tentative de suicide à des sujets qui présentaient des idées de suicide, à des sujets déprimés, sans idée de suicide, sans tentative de suicide, et des témoins sains. Et ils ont regardé en termes de douleur psychologique s'il y avait une différence entre ces différents groupes. Et effectivement, on voit que la douleur psychologique, qui est encadrée en bleu, est plus élevée chez les patients idéateurs et les patients qui viennent de réaliser une tentative de suicide par rapport aux témoins, qu'ils soient sains ou déprimés. Et ils leur ont fait passer un test cognitif qui est le Monetary Choice Questionnaire, qui vise à répéter des situations de choix dans lesquelles le sujet va amener à faire des choix pour lesquels il y a soit des récompenses immédiates, soit des récompenses différées. Et on peut construire un indice qui est le discount rate. Et chez les suicidants qui présentent toujours des idées de suicide, eh bien, ce discount rate est beaucoup plus élevé est supérieur à celui des personnes qui viennent de réaliser une tentative de suicide mais qui n'ont plus d'idée de suicide. Ce discount rate, plus il est élevé, plus le patient est enclin à faire des choix à récompense immédiate. Et une semaine plus tard, ils ont fait repasser ces tests aux sujets déprimés et suicidants. Et on peut voir que le niveau de dépression, donc évalué avec la BDI, c'est un auto-questionnaire, diminue au cours du temps, ainsi que les idéations suicidaires par chance. La douleur psychologique, psychache, diminue elle aussi significativement, tout comme ce discount rate qui a tendance à régresser. Et la régression, le niveau de douleur psychologique et la propension à faire des choix, des choix immédiats, et donc ce discount rate, sont positivement associés. C'est-à-dire que vraiment, ceci suggère, je ne vais pas conclure de manière trop hâtive, mais ceci suggère vraiment que l'impulsivité, l'immédiateté de cette sédation de la douleur prévaut sur absolument tout, et que si on arrive à faire céder cette douleur psychologique et à la soulager, eh bien, nous pouvons avoir un impact sur les idéations suicidaires et sur le risque suicidaire. Une autre approche est de dire la douleur psychologique, soit elle arrive dans le cadre du suicide parce qu'elle devient intolérable et que la perception en est accrue, soit le niveau de douleur psychologique est linéaire et finalement c'est le sujet qui va petit à petit avoir de moins bonnes capacités à tolérer cette douleur, et donc ces capacités de tolérance vis-à-vis de la douleur psychologique décroissent au fil du temps, et dès qu'on passe la ligne, qu'on rentre dans une zone rouge, on rentre dans une crise suicidaire avec un retour à l'équilibre mais avec une perte de résilience entre guillemets. Voilà ce que je tenais à aborder en termes de douleur psychologique, dépression et suicide. Donc, il reste, encore une fois, le terme douleur psychologique n'est pas très consensuel, mais il permet en tout cas d'essayer de s'accorder à continuer à développer la recherche et notamment des aspects neurobiologiques vis-à-vis de cette souffrance qui est difficilement définissable.
nous pouvons proposer peut-être une évaluation simple à l'aide d'échelles, et peut-être cette échelle numérique pourrait aider en pratique clinique. Et je crois que c'est important, il y a un point très important qui est de valider finalement. L'évaluation de la douleur psychologique montre que l'on valide le fait que la personne présente un mal-être, présente une souffrance. Et déjà, cette étape d'évaluation et de validation est une étape dans la prise en charge et dans le soulagement de la personne souffrante. La douleur psychologique, il ne faut pas la confondre avec la dépression, et ça c'est un point important, et elle intervient très clairement dans le processus suicidaire, et là aussi on doit mieux comprendre ce processus suicidaire, le passage de la dépression aux idées de suicide, des idées de suicide au passage à l'acte suicidaire en termes d'acte. Donc ça concerne bien évidemment patients et aidants. Et en définissant une douleur psychologique et en ciblant et en caractérisant sur le plan clinique, mais aussi neurobiologique, cette douleur psychologique, eh bien, nous pourrons avoir des cibles d'action vis-à-vis de cette douleur, qu'elle concerne des sujets suicidants ou des sujets souffrant de douleurs chroniques ou encore souffrant de maladies neurodégénératives. Je vous remercie. Cet exposé qui situe vraiment très très bien le sujet. Merci aussi d'avoir changé le titre, parce que initialement c'est le titre que nous avions choisi. Et puis on nous avait dit non, c'est la souffrance, et je crois que c'est important d'avoir fait cette mise au point. Alors il y a des questions dans la salle, ici, puis là-bas. Merci beaucoup. Je voulais reprendre juste la fin de votre exposé sur la gambling task, enfin les prises de risque. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le patient avec ce risque suicidaire a probablement des prises de risque, mais il est peut-être aussi non conscient de ce risque suicidaire. Et peut-être que ce diagnostic, en passant par des techniques un petit peu implicites, on peut lui faire comprendre, expliciter l'implicite, enfin, lui faire comprendre qu'il est à risque suicidaire, alors que lui-même, dans un questionnaire explicite, ne le dira pas forcément. Quelle est votre impression ? Alors effectivement, par rapport à cette question de prise de décision, ce sont des travaux que nous avons débutés dans l'équipe et qui ont été largement répliqués, c'est-à-dire qu'il y a une altération, c'est pour ça que je disais choix entre guillemets, parce qu'il y a une altération de la capacité à prendre des décisions, c'est-à-dire faire des choix en situation d'incertitude, et ce qu'on fait au quotidien de manière très naturelle. Et donc il y a différentes manières de mesurer cette prise de décision, et si elle est altérée, eh bien c'est très associé au passage à l'acte suicidaire, et ça, on le sait, c'est un endophénotype potentiel même vis-à-vis des conduites suicidaires. Donc c'est effectivement une chose. Après, sur l'aspect implicite, vous disiez avoir été interpellé par cette question-là. Effectivement, il y a une littérature autour de l'Implicit Association Test, l'IAT, qui est un test qui permet de demander au sujet de choisir, de cliquer vis-à-vis de mots qui sont en lien avec soi, avec le suicide, avec la douleur, voilà, juste pour replacer. Et c'est vrai que c'est un test qui est assez intéressant et qui aurait un caractère prédictif. Après, ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas conscient pour autant du risque qu'il a, et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur à la fois les évaluations qu'on a au quotidien des idées de suicide, c'est-à-dire poser très simplement la question, et les sujets il n'y a absolument aucun risque, ça aussi c'est important de le rappeler, il n'y a aucun risque d'interroger quelqu'un vis-à-vis des idées de suicide. Si on pose la question à quelqu'un, est-ce que vous avez des idées de suicide, on ne risque pas de développer des idées de suicide chez cette personne, soit il en a, et à ce moment-là, on les évalue correctement et ça permet de les prendre en charge, soit il n'y en a pas et il n'y en aura pas si vous avez posé la question. Mais par ailleurs, ces tests d'IAT, puisqu'on est très intéressé de développer des facteurs prédictifs, parce que finalement, les facteurs de risque, notamment cliniques, que nous avons, ont une fiabilité prédictive extrêmement faible,
eh bien, effectivement, il pourrait compléter l'évaluation qu'on a en passant au-delà de l'explicite. Ouais. Deuxième question. Jean Gravelot de CECAP, Association Parkinson. On a pu constater un certain nombre un taux de suicide important après des neurostimulations. Des neurostimulations profondes, c'est-à-dire la question se pose, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'installation de l'électrode dans le cerveau, dans une zone spécifique du cerveau, est-ce qu'il y a une corrélation avec le taux de suicide repéré de manière intuitive, pas de manière systématique non plus? Alors, il n'est pas repéré de manière intuitive. Effectivement, il y a 2 zones de stimulation au niveau de la maladie de Parkinson, avec une zone de stimulation qui a été plus associée aux conduites suicidaires, sachant que la maladie de Parkinson, effectivement, est plutôt protectrice vis-à-vis du risque suicidaire. En tout cas, la prévalence des conduites suicidaires est faible dans la maladie de Parkinson. Et on a vu à un moment, effectivement, en post-stimulation, en post-chirurgie, une recrudescence du risque suicidaire. Donc, ce n'est pas intuitif, avec une hypothèse sur une zone, parce qu'il y a encore une fois 2 zones différentes qui peuvent être stimulées, une zone qui aurait été plus à risque. À ma connaissance, il y a eu des études supplémentaires et notamment des études regroupées par rapport aux données qui avaient été rapportées, et ce risque suicidaire serait démenti, ou en tout cas nous serions rassurés par rapport au risque suicidaire de l'implantation. Il ne serait pas si accru en lien avec la stimulation. Ben, merci beaucoup.